Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Bienvenue tous. ce webinaire. Je me présente, je suis Evgenia Rouault, responsable marketing et business développement du département des programmes intra-sur-mesure de Centrale Supélec Formation continue, dirigé par Pierre Xavier de Barriave. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux pour échanger ensemble sur la transformation digitale des entreprises qui ne cesse de s'accélérer et encore plus avec la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Afin de vous donner un avis d'expert, je suis accompagnée de Caroline Venn, directrice pédagogique à Centrale Supélec, formation continue sur les programmes de leadership et de transformation digitale, et responsable du programme de l'Executive Certificate Chief Digital Officer et Digital Champion. Martin Labrousse, professeur intervenant en Centrale Supélec, formation continue sur les thématiques de nouveaux business models, de design thinking et d'intelligence artificielle. Et Bonjour. Robert Poul, CEO d'Illuine Technologies et co-directeur de la chaire Digital Innovation à Centrale Supélec. Ils se présentent plus en détail lors de leur prise de parole dans quelques instants. Pardon, je vous montre juste. En quelques mots sur la formation continue de Centrale Supélec, sur ce slide que vous avez sur les yeux, vous pouvez voir toute la palette de nos programmes. Depuis longtemps, l'école est reconnue pour son expertise dans le domaine de l'accompagnement de la transformation des entreprises. Une thématique très importante et plus que jamais aujourd'hui, elle se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. Pour vous repérer sur le slide présenté, on va s'intéresser à la partie en haut entourée en rouge sur vos écrans. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Caroline pour rentrer dans le vif du sujet. À toi, Caroline. Merci Evgenia. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire de 2 octobre 2020. Nous sommes très heureux et très intéressés d'échanger avec vous sur ces thématiques de transformation. En effet, la transformation, vous avez certainement vu passer pendant le Covid une petite blague qui circulait pour demander qui finalement avait le plus contribué à la transformation des entreprises. Est-ce que c'était le CTO, le CDO, votre directeur général, votre directeur technique? Et puis, évidemment, c'était infiltré le Covid. Et c'était cette case qui était cochée. Je pense qu'on a pu tous vérifier parfois à nos dépens que effectivement le Covid avait considérablement accéléré des pratiques de travail différentes, des pratiques parfois qui d'ailleurs étaient à la limite de la sécurité, ou en tout cas pour lesquelles peut-être la sécurité informatique n'était pas toujours au rendez-vous. Et du coup, nous donne à la fois une formidable occasion d'accélérer les choses, de les repenser différemment, grâce à cette période certes difficile mais qui nous a apporté cette transformation, et d'un autre côté se poser quand même et se dire comment profiter au mieux de cette accélération, à la fois en termes de risques, en termes d'enjeux, et de façon plus durable et responsable que des mesures qui ont pu être prises parfois de façon un peu expéditive pendant cette période de confinement. Donc, c'est ce qu'on voudrait échanger avec vous aujourd'hui, avec nos deux experts, Robert et Martin. Et avant de se lancer dans le sujet, je vous suggère un petit sondage. Donc, Evgenia, si tu veux bien lancer le sondage auprès de nos participants. On voudrait savoir jusqu'à quel point, finalement, cette période de crise sanitaire a changé vos pratiques professionnelles, au moins en termes de travail à distance. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sélectionner une des réponses suivantes, c'est-à-dire combien travailliez-vous à distance avant le Covid par semaine? Moins d'un jour, 1 à 2 jours, ou bien 3 jours et plus? Nous sommes à 70% des participants ont voté. On attend quelques instants. On va s'arrêter là. Et puis la deuxième question, si les mêmes participants peuvent se prononcer, et ceux qui n'ont pas voté, bien sûr, sont les bienvenus.
Ah, voilà, donc là, on a le résultat de votre première réponse. Donc, combien de temps travaillez-vous à distance? Je pense que vous voyez l'écran. Votre réponse principale, c'est moins d'un jour par semaine. 62% d'entre vous, donc les 2 tiers d'entre vous travaillez moins d'un jour par semaine à distance. Si vous pouvez maintenant vous prononcer après cette période donc, de crise sanitaire, enfin en tout cas cette période de confinement, malheureusement la crise n'est pas finie. Combien de temps souhaitez-vous ou allez-vous travailler à distance maintenant? Est-ce que c'est moins d'un jour, 1 à 2 jours, ou bien 3 jours et plus? Merci beaucoup. Et on voit la bascule qui s'opère, effectivement. Les 2 tiers deviennent 17%, 1 à 2 jours, 25%, et surtout 3 jours et plus, 58% d'entre vous donc, vont travailler à distance. Ben voilà, vous vous êtes par vous-même présenté les enjeux à tout point de vue que représente cette transformation digitale, parce que qui dit modalité de travail à distance dit un certain nombre d'implications également dans les organisations, dans la sécurité informatique, dans l'usage des nouvelles technologies. Et je vous propose tout de suite d'aborder ces sujets avec nos experts. Un petit mot encore, s'il te plaît, Evgenia, sur la slide suivante, sur ce qu'on appelle Chief Digital Officer. Finalement, le fameux CDO, appellation générique sur la slide suivante, s'il te plaît, du Chief Digital Officer, eh bien, parfois dans les entreprises, il a pu devenir un Chief Data Officer. Alors pourquoi, comment, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que parce qu'on est Chief Data Officer, on n'est plus Chief Digital Officer? Ou est-ce que finalement, ce sont les data qui sont les clés de la transformation et que la transformation s'est mise entre les mains des personnes qui possèdent les data? On a aussi tous ces Chief Digital Champions, Digital Champion tout court, c'est-à-dire ceux qui chacun dans leur métier opèrent une partie de cette transformation. On a parfois maintenant des CTO, Chief Transformation Officer. Donc, je vous propose de partager avec nos experts l'état de l'art et de se dire pourquoi est-ce que ces appellations bougent, est-ce que la réalité change et comment aujourd'hui, 5-6 ans après la création de ce Chief Digital Officer, il faut regarder cette nouvelle réalité. Toujours sur la transformation, Evgenia, si tu veux bien le slide suivant, quelques points de repère. Du chiffre en faveur de la digitalisation. Là, on est sur un périmètre des entreprises françaises. Donc, 77% des entreprises interrogées reconnaissent que le numérique participe à leur croissance. Je vous laisse découvrir les autres pourcentages. Je ne vais pas en faire une lecture exhaustive, mais on a ici une formidable opportunité qui est reconnue par les entreprises sur le fait que la digitalisation est un vecteur de croissance et un vecteur d'accélération de la croissance. Et on fait un petit zoom également sur le slide suivant, sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé pendant la COVID-19. On voit, et là c'est un périmètre mondial, que tous les secteurs d'activité ont bénéficié de l'accélération de la transformation. Certains en ont bénéficié plus que d'autres, et notamment quand ils pouvaient être un peu en retrait, comme la distribution et les services. On voit que ça a permis de doubler le rythme de croissance de cette transformation, ou bien encore le secteur public qui a déjà été relativement avancé, mais a pu lui aussi bénéficier, ainsi que le secteur financier. Voilà l'état des choses. Alors, comment s'en saisir? Comment avancer? Eh bien, je passe tout de suite la parole à Martin pour qu'il nous explique comment la data et les usages ont pu se transformer sous l'impulsion de toute cette transformation. Oui, donc je suis Martin Labrousse, je suis professeur intervenant à Centrale Supélec et surtout je suis consultant sur le domaine du digital, transformation digitale et de plus en plus transformation sur les thèmes data, intelligence artificielle. Et c'est important de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et en termes stratégiques de dire mais ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces évolutions, pourquoi dans l'entreprise il y a autant d'impact. J'aime bien cet indicateur qui est relativement simple, qui sont les plus grosses market cap au monde, d'accord? En fait, il y a début d'année 2000, pour être fort, riche et puissant, il fallait être pétrolier, d'accord?
pétroliers, banquiers, etc. Maintenant, si vous êtes riche, fort et puissant, il faut faire de la data, être dans la partie système d'information, et c'est toutes les boîtes que vous connaissez parfaitement, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon et Facebook, qui sont devenus ces leaders en termes de market cap. Alors, et donc, ils sont très, très importants sur ce sujet-là, et qui donc sont très, très actifs en termes de gestion de la data. Petite anecdote, sur toute la partie data et intelligence artificielle, le Chief Intelligence Officer Artificial Intelligence Officer de Facebook, c'est Yann Lequin, qui est un Français et qui est très très bon sur ces sujets d'intelligence artificielle. On a fait beaucoup de brevets sur ce thème-là. Donc on voit bien ce qui se passe au niveau le plus global. Ok, maintenant, si vous êtes gros, fort et puissant, il faut faire de la data pour toutes les entreprises. On va passer à la slide suivante, et en fait à la slide suivante, on s'aperçoit que si au contraire, vous êtes une toute petite boîte et vous voulez grossir très très vite, ben là, pareil, vous avez intérêt à faire de la data. Vous avez là en fait les montants levés par les startups, d'accord, en 2014 et 2019, soit au niveau global, soit pour la partie IA. L'IA est en gris clair. On s'aperçoit que c'est les secteurs qui se sont le plus développés, d'accord, avec un CAGR annuel de 46%. Donc aujourd'hui, même si demain vous voulez lever de l'argent, ben vous dites que vous faites de la data, vous dites que vous faites de l'IA, et vous allez avoir forcément beaucoup d'argent. C'est en effet un secteur qui est extrêmement porteur. Donc c'est ce qui se passe au niveau le plus macro, soit pour les grosses boîtes, soit pour les petites entreprises. On va passer à la slide suivante et se dire, ben, aujourd'hui, même cette semaine dans la presse, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était la mise en bourse de Palantir, qui eux sont vraiment les stars de la data. Je ne sais pas si vous savez qui sont ces gens-là, mais c'est une boîte américaine qui s'est développée beaucoup à partir des années 2000 pour en fait arriver à collecter plein d'informations de diverses sources de données différentes pour arriver à faire parler les données et arriver à faire plein de choses avec. D'aucuns disent qu'ils ont notamment contribué à l'arrestation à l'opération contre Ben Laden. Avant, je m'occupais de tout ce qui était dans une banque. Je m'occupais de l'Innovation Factory. On avait beaucoup regardé ça pour notamment des cas pour d'identifier des rogue traders, des traders fous, et en croisant plein de données de qui accède à la salle de marché, qui passe des opérations bizarres. Et donc, Palantir est une de ces entreprises qui arrive à croiser ces informations de multiples sources et arrive à les faire parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle croise toutes ces données-là en utilisant différentes sources d'informations et même différentes formes d'informations. L'information peut être de la donnée structurée, comme ce que vous avez dans un fichier Excel, mais ça peut être aussi des données de voix pour arriver à reconnaître tout plein de choses sur qui parle ou quels sont les messages qui sont portés. Donc, on voit bien que dans toutes les entreprises, d'accord, de façon très macroscopique, ben en fait, l'aspect data est relativement important, et c'est un des facteurs clés vraiment de la partie transformation des entreprises sur la partie digitale. Et en effet, beaucoup d'acteurs, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans d'autres, essayent d'aller dans cette direction. De l'autre côté, en fait, on peut passer à la slide suivante. Ce qu'on voit, c'est que du côté utilisateur aussi, bah, en fait, le monde digital et l'utilisation de la data a aussi changé beaucoup de choses. Là, j'aime bien cette photo-là parce que vous voyez en fait à deux époques différentes, entre 2005 et 2013, ben, qu'est-ce qui se passe devant la basilique Saint-Pierre? Ce que vous voyez devant la basilique Saint-Pierre, c'est que ben, maintenant, tout le monde a son smartphone. Vous ne pouvez pas aller à un endroit où il y a du monde sans qu'il y ait un tweet. Et tout le monde tweet ça, et donc quelque part ça fait beaucoup de données à avoir, et ça fait des comportements d'acteurs aussi qui sont très différents par rapport à ça. Donc on voit bien aussi que ok, la data on l'intègre tous les jours, on transfère de la data, on en questionne, on l'utilise de façon différente, et donc il y a un vrai comportement d'utilisateur à prendre en compte là-dessus pour arriver à anticiper ces comportements, même sur la partie accès aux informations et transformation par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des utilisateurs, de se dire, OK, ils changent, le monde digital change avec eux. Maintenant, de plus en plus, je prends un autre exemple par rapport à ça, les sales dans les magasins de luxe vont même jusqu'à envoyer des WhatsApp à leurs clients, donc ils utilisent leurs propres moyens de communication, leurs propres moyens digitaux, et c'est une véritable mutation qu'on observe. Troisième aspect, après la partie entreprise au sens large, utilisateur, et le gagnant va passer sur la slide suivante, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des salariés. Et là, en fait, c'est aussi de la logique pour les salariés, c'est un peu de la data tout le temps. Avant, on était sur un mode où, OK, la journée de travail commençait à 9h, finissait à midi,
et repartaient après à 1 heure, finissaient à 5 heures. Voilà. Maintenant, les choses ont vraiment changé. De plus en plus, avec l'immédiateté des smartphones, avec les modes de travail assez différents, avec aussi le travail à distance qui s'est mis en place avec le Covid, en fait, les salariés interviennent tout le temps dans le monde de leur entreprise et en effet, c'est de la data à différents moments, tout ça est de façon extrêmement continue. Donc, on voit bien en fait toute cette mutation-là aussi qui est de se dire, OK, c'est de la data aussi tout le temps pour arriver à ça. On va passer à la slide suivante. Et puis le dernier, on a vu la partie entreprise, ce qui se passe aussi chez la partie utilisateur, ce qui se passe aussi chez les salariés. Et puis derrière aussi, c'est toute la partie évolution technologique. Et là aussi, on a des gros changements qui interviennent. Je crois que le plus important, un des majeurs qu'il y a, c'est toute la partie mise en place du cloud, qu'on a là à titre d'exemple. Mais en effet, il y a beaucoup d'autres technologies qui apparaissent et c'est important d'avoir cette vision de qu'est-ce que permet de plus en plus la technologie. Il y a beaucoup de secteurs qui se disaient jusqu'à présent jamais j'utiliserai le cloud, d'accord, et de plus en plus ils se mettent à utiliser le cloud. Donc là aussi on a une très grande mutation, d'accord, sur ces thèmes-là d'utilisation de la data qui change de façon relativement forte. Evgeny, on va passer à la slide suivante. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on a vu la transformation digitale, c'est de plus en plus une transformation autour de la data. Ce qu'on voit, c'est que au niveau des grandes entreprises, en fait, celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui réussissent à gérer en fait cette data de façon avancée, d'accord. On voit aussi que le consommateur est friand de data, d'accord. Il en utilise tout le temps, il va tweeter tout le temps, il va faire des choses avec, il va capter de l'information, etc. Le salarié aussi, lui, pareil, c'est un peu tout le temps que est en utiliser de plus en plus. Et puis les technologies permettent de faire ces choses. Quand on met tout ça dans un tracker, on se dit mais en fait c'est quoi les opportunités de changement pour l'entreprise et qu'est-ce qui doit être fait? Ben, souvent, en fait, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on regarde, en fait, c'est quoi le modèle de l'entreprise et comment celle-ci peut évoluer, d'accord. Et il y a des business models Canva qui existent, qui permettent vraiment de lancer des réflexions relativement utiles et d'arriver à regarder, en fait, des types de business et de voir comment ceci se réplique. Alors, ça peut être des business que vous connaissez tous, hein, sur la partie intermédiation. Il y a notamment, OK, vous regardez Uber, c'est complètement ça, ou vous regardez Airbnb, c'est complètement ça. Des intermédiations, c'est l'inverse, d'accord, c'est que vous enlevez le middleman. La partie souscription, des modèles classiques comme la partie freemium que vous connaissez tous aussi, la partie C2C avec le Bon Coin. Donc, c'est important pour les entreprises qui commencent à gérer de façon efficace cette data-là et cette transformation digitale, de se dire, OK, comment mon business model évolue, qu'est-ce que je vais apporter par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les points qui sont importants, qui doivent être traités sur cette transformation des entreprises et le fait que, OK, on passe d'un monde digital à un monde de plus en plus orienté vers la data. Et la vraie question qu'on va se poser, c'est comment, en fait, en utilisant soit des modèles existants, soit des nouveaux modèles, on peut utiliser ces différents facteurs pour faire en sorte que l'entreprise réussisse et évolue de façon positive pour arriver à s'en sortir. Je vais passer la parole à Robert qui va continuer. Donc, merci Martin. Comme l'a précisé tout à l'heure Caroline, c'est vrai que aujourd'hui le Chief Digital Officer, tel qu'on l'aurait présenté il y a quelques années, il cohabite avec un Chief Data Officer qui, en général, dans les organisations, coordonne toutes les initiatives liées à l'intelligence artificielle et à la data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, les aspects technologiques qui apportent de la rupture dans la transformation digitale sont autour de l'intelligence artificielle. Construire un site web, une application mobile, c'est devenu une commodité en termes de fabrication. Ça nécessite tout un travail de réflexion en amont, du UX, de design thinking qui est très important et clé dans la façon de le faire. Mais la réalisation ou l'asset technologique qui est nécessaire pour cela, discours que nous n'aurions pas nécessairement tenu il y a 5 ans dans le cadre du lancement de ce programme, est devenu une commodité au sens où il y a peu d'éléments différenciants technologiques dans ces assets. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est, comme l'a indiqué Martin, la data. Pourquoi la data a réussi à être au cœur de cette transformation digitale avec 3 facteurs. Un premier facteur, c'est qu'on rassemble ces très gros volumes de données, qu'il y a le cloud qui permet de les stocker, qu'il y a toute une série d'éléments clés pour capter les données.
deuxièmement, que les ordinateurs continuent à suivre cette fameuse loi de Moore qui fait qu'aujourd'hui, on a en capacité d'utilisation un ordinateur pendant quelques minutes qui est aussi puissant qu'un des plus grands centres de recherche il y a 5 ans. Donc, l'accès à de la technologie de computing est extrêmement facile d'accès et donc permet d'appliquer une nouvelle classe d'algorithmes qui sont ces algorithmes de data science, d'intelligence artificielle, qui viennent de l'exploitation de ces données. Et ces algorithmes de data science, ils ont besoin de beaucoup de données, ils ont besoin de force et de puissance de calcul très importante, et ils se sont répandus avec également des évolutions scientifiques et techniques qui datent d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, qui se sont généralisées dans un certain nombre de domaines, dans le traitement de l'image. Tout à l'heure, Martin parlait de Yann Lequin avec Facebook. C'est les premiers algorithmes de traitement de l'image qui datent il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, on a aujourd'hui ces technologies et le premier constat, c'est de se dire que cette intelligence artificielle, elle n'est pas à venir, elle est déjà là partout dans nos vies. Elle est déjà là partout et la liste des éléments que vous voyez là n'est qu'une petite vision de ce qui existe déjà dans ce qu'on utilise tous les jours, des systèmes de recommandation, que ce soit dans la musique, Netflix dans le cinéma, tous les assistants personnels qui soient sur nos smartphones ou qui soient dans notre maison. Quand vous utilisez, on a parlé d'Uber, ça disrupte un modèle, mais ça aussi utilise des technologies d'optimisation en temps réel qui sont extrêmement complexes. Votre banque est capable aujourd'hui d'identifier des éléments de fraude avec des patterns de fraudeurs et il y a une course permanente entre les fraudeurs et ces algorithmes d'IA. Vous avez tous entendu parler de toutes les recherches et des aboutissements sur le véhicule intelligent, sur le véhicule autonome, qui a été un des éléments qui a tracté beaucoup de recherches. Vous l'avez dans votre quotidien, dans votre boîte de spam, elle est alimentée par votre outil de messagerie par des algorithmes d'IA. Il y a tout ce qui est lié à la publicité, qu'on le subisse ou qu'on trouve que c'est une façon d'accéder mieux à différents produits, mais qui est en permanence ciblé et qui est basé sur des algorithmes d'IA, les réseaux sociaux. Et je conclurai par un dernier exemple qui montre quand même le niveau de l'état de l'art aujourd'hui dans ce domaine de l'IA. Si je prends la radiologie au sens large dans le domaine médical, échographie, radio, IRM, aujourd'hui, dans toutes les disciplines de la radiologie, les intelligences artificielles arrivent à dépasser l'humain dans la détection de pathologies et d'anomalies dans ces états. Donc, c'est un état de l'art qui est aujourd'hui réel, c'est-à-dire qu'on est en capacité et il est déjà présent partout. Donc, une question, c'est de se dire, dans le transparent suivant, dans le slide suivant, de se dire que l'intelligence artificielle, quand on est dans une entreprise, il a 2 grands champs d'utilisation. Une qui est de se dire comment l'intelligence artificielle va optimiser, augmenter, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'intelligence artificielle, augmenter l'existant, c'est-à-dire dans le premier exemple, comment un technicien de maintenance va avoir des capacités augmentées parce qu'il a des algorithmes de maintenance prédictive qui vont lui dire de plutôt se concentrer sur tel ou tel élément dans sa maintenance parce qu'il y a un risque de panne qui est plus probable ou qui risque d'arriver très rapidement, d'augmenter un recruteur dans l'analyse de CV, dans le matching d'offres d'emploi et de CV, dans la capacité, c'est tout un thème, toute une grande thématique de traitement du langage, d'analyser automatiquement des corpus documentaires qu'on a tous présents dans des entreprises, que ce soit des documents légaux, des documents contractuels, des documents médicaux. Et donc, il y a un champ aujourd'hui avec des ruptures tout à fait récentes qui datent d'il y a 1-2 ans
ce qu'on appelle des modèles de langage qui permettent à partir de ça, d'analyser, de traiter le langage naturel de façon complètement nouvelle. La relation client qui est augmentée. Vous avez aujourd'hui dans le monde toute une série d'entreprises et qui sont, au début, c'était les géants de la tech que citait Martin, mais aujourd'hui, c'est aussi de nombreuses entreprises qui se sont appropriées ces technologies, qui ont des services de niveau 1 dans des centres d'appel, dans des éléments de la relation client qui se font de façon assumée vis-à-vis du client final, mais par des robots et qui arrivent à des niveaux de satisfaction des clients qui sont très élevés, donc qui passent la main à des personnes sur de la plus forte valeur ajoutée et sur du niveau 2. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui permettent d'améliorer tous les process, et il pourrait y avoir bien d'autres exemples que nous développons et que nous analysons dans le cadre du programme. Et puis, comme l'a dit également Martin, dans l'analyse des business, là, on se concentre sur son propre business model. Et sur le slide suivant, l'idée, c'est de se dire comment, sur le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, l'idée, c'est de se dire que l'IA, c'est aussi, pour une entreprise, une façon d'imaginer des nouveaux business models, enfin d'appuyer la technologie pour créer des nouveaux business models, c'est-à-dire des nouveaux business. L'analyse, par exemple, aujourd'hui de la voix permet aujourd'hui en temps réel de parser, de décortiquer ce que vous dites dans une conversation entre deux personnes et de pouvoir imaginer une autre relation dans un entretien de recrutement, dans un entretien entre un patient et son médecin, et donc d'imaginer des nouvelles expériences qui étaient complètement impossibles à imaginer précédemment. Donc là, les quelques exemples. Le premier, il est dans l'analyse des informations qu'on va capter sur nos clients et qui vont permettre de mieux les comprendre. Je prenais l'exemple tout à l'heure du chatbot ou du voicebot. Quand vous êtes dans une application mobile ou un site web, vous avez les fonctionnalités qui sont seules les fonctionnalités disponibles. Donc, il y a un menu 1, un menu 2, un menu 3. Si vous voulez exprimer quelque chose en termes marketing qui vous serait utile dans un échange avec cette marque, je prends un exemple concret de quelque chose réalisé avec Chronopost, qui a fait un chatbot pour principalement traquer les colis et savoir où ils en sont dans leur livraison ou reprogrammer leur livraison. Ils sont aperçus au bout d'un moment avec leur chatbot que beaucoup de clients posaient la question: comment dois-je faire mon colis pour envoyer un ordinateur à destination? Et bien, cette intention de comprendre et de se dire que des clients posent beaucoup cette question, et ben, c'est compliqué à imaginer dans un mode précédent où j'ai un site mobile ou une appli web. Là, je sais capter cette intention. Au début, le robot va dire qu'il ne sait pas répondre à cette intention, et puis après, on va programmer pour pouvoir répondre à cette intention. Et donc, on sait capter beaucoup plus vite, faire évoluer beaucoup plus vite les produits par rapport aux besoins des clients. On a parlé des véhicules autonomes, drones autonomes. On travaillait récemment avec la RATP sur un produit de taxi volant qui devrait être opérationnel à l'horizon des Jeux Olympiques en 2024, et donc qui va changer des modalités de fonctionnement dans le transport. Il y a la thématique qui n'est pas précisée sur ce slide, mais qui est importante pour tous les acteurs du numérique, de se dire comment l'intelligence artificielle dans chaque entreprise va pouvoir contribuer à la réflexion sur l'empreinte carbone et la réflexion sur l'économie. Donc, il y a un chapitre qui est lié à le numérique pour le numérique, comment il est le plus frugal possible en termes de ressources, mais également comment il peut contribuer à la diminution de l'empreinte carbone de chaque entreprise. Donc, et puis là, vous avez deux expériences. Le domaine médical foisonne d'initiatives pour
pour utiliser l'intelligence artificielle sans remplacer les médecins, mais vraiment en leur donnant des possibilités d'imaginer de nouvelles expériences. Pour l'anecdote, depuis 2 années consécutives, en rebond de ce que je vous disais sur la radiologie, en France, la radiologie, qui était une spécialité médicale qui était très demandée par les jeunes médecins au niveau de l'internat, ne cesse de décliner parce que les médecins projettent qu'à un horizon très rapide, ça deviendra une discipline qui sera très, très utilisatrice d'IA et que finalement, cette expertise de radiologie sera mise à disposition d'un plus large panel de médecins. Donc, ce ne sont que des illustrations, il y en a beaucoup d'autres, mais qui montrent qu'aujourd'hui, l'IA est vraiment au cœur de cette problématique de transformation. Merci Robert de ces exemples tout à fait passionnants. Alors, un petit mot, donc vous avez entendu Martin qui nous a dit à quel point l'usage était en train de se transformer et à quel point la data était essentielle pour reconsidérer des business models de différentes entreprises. Robert nous a expliqué à quel point l'intelligence artificielle faisait partie de nos vies, que ce soit personnelle ou professionnelle, et est au cœur également de ces problématiques de transformation. Moi, je voudrais, avant de rentrer dans ce qu'on vous proposait en termes d'accompagnement et de parcours de formation, revenir sur un point complémentaire et qui nous est cher à Centrale Supélec, qui est le rôle de l'homme, le rôle de l'humain dans tout ça. Parce que nous, à Centrale Supélec, nous considérons que c'est l'humain qui est au cœur de la transformation et que la transformation, elle est faite pour lui et non pas contre lui. Donc, juste un petit mot à ce titre, étant donné que je suis par ailleurs coach et que c'est une matière qui m'est chère, pour vous dire, et peut-être m'appuyer sur cet exemple de Gasparov, vous savez, ce grand champion d'échecs, qui déjà depuis plus de 20 ans s'est fait battre par la machine IBM lors d'une partie d'échecs, et qui, à qui cela a provoqué une grande réflexion sur cette question. Et j'aime beaucoup cette initiative qu'il a prise il y a environ 4 ou 5 ans, finalement de faire jouer non pas des machines contre des hommes ou des machines contre des machines, mais le couple homme-machine les uns contre les autres. Et donc, il a organisé un grand tournoi où chaque homme joueur d'échecs pouvait venir avec la machine de son choix, avec évidemment tout ce qu'il voulait au sein de cette machine pour être plus intelligent. Donc, on parle plutôt d'un joueur d'échecs augmenté. Eh bien, le gagnant de ce grand tournoi, ça n'a pas été celui qui était le meilleur joueur, ni celui qui avait la machine la plus perfectionnée, mais celui qui faisait le duo, le couple homme-machine le plus ingénieux, c'est-à-dire l'homme qui avait le plus utilisé à bon escient les ressources de sa machine pour gagner cette partie. Et nous, notre positionnement à Centrale Supélec, il est complètement celui-là, c'est-à-dire comment doter l'individu de la meilleure connaissance possible du champ des possibles pour avoir la meilleure réflexion possible sur ce qu'il est capable de produire dans son environnement professionnel en transformation. Et donc, c'est vrai qu'on va aussi aborder dans nos réflexions et dans nos thématiques de formation cette question du positionnement personnel, de la posture de chacun face à cette transformation, des leviers de dynamique du changement, à la fois pour la personne en charge de la transformation, mais aussi pour l'organisation qu'il doit faire évoluer. Car ce succès ne passera que par les transformations des organisations et les transformations des postures des différentes parties prenantes au sein de ce changement. C'est pourquoi, peut-être pour terminer, et avant bien sûr de prendre vos questions, un tout petit mot sur l'organisation de ce programme qu'on a fait dans la droite ligne des réflexions qu'on a partagées avec vous aujourd'hui, qui s'appelle encore Chief Digital Officer, malgré toutes les questions qu'on a posées autour de cette appellation depuis tout à l'heure, et qui propose un parcours à la fois présentiel et distanciel. Et si tu veux bien, Evgenia, passer le slide suivante, qui permet en fait d'aborder les différentes thématiques que nous venons de voir. Comment les business models doivent se transformer face à tout ce que nous avons évoqué ce matin. L'usage, donc le design thinking, qui met l'observation de l'individu et de ses usages au cœur du processus, va être abordé pour mieux comprendre comment les usages se transforment dans le business model de chaque individu et de chaque entreprise. Comment le marketing et la façon d'accéder à nos clients, bien sûr, évoluent.
un grand moment sur la tech, l'IA, l'intelligence artificielle, bien évidemment, sur les industries, et notamment les industries 4.0. On a parlé des évolutions dans le médical ou dans les nouveaux usages voitures pour 2024, mais tout ça, c'est l'IoT aussi qui est embarqué, c'est-à-dire donc comment l'industrie va rendre les objets intelligents ou s'appuyer sur des objets intelligents pour capter de la data. Ça va être aussi au cœur de notre réflexion. Et puis, comme je le disais, les aspects RH, comment on capte et on se dote des bonnes ressources, on fait évoluer nos ressources existantes pour faire face à cette transformation, et bien sûr, quelle posture personnelle ou professionnelle et collective on doit avoir pour aller vers ces transformations ou accélérer ces transformations qui nous importent. Voilà, donc c'est un peu ce cocktail de besoins, évidemment de façon très coordonnée et très structurée, que de notre point de vue, il est nécessaire d'aborder pour mener à bien une transformation digitale d'entreprise. Un dernier slide qui vous sera envoyé présente le parcours, mais je ne veux pas m'y attarder, ça n'est pas l'objet de ce séminaire, mais en tout cas, évidemment, on est à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. On serait très heureux de partager avec vous maintenant. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages sur tout ce qu'on a abordé, ils sont les bienvenus. Et si on peut en prendre une ou deux, je vois quelques questions qui apparaissent. N'hésitez surtout pas. Une question peut-être à Robert. Je pense qu'elle est pour toi, celle-là. Est-ce que l'IA, finalement, c'est réservé aux experts? Comment placer l'IA, si je comprends bien ce qui est derrière la question, comment placer l'IA au cœur de la transformation sans que ça soit une espèce de boîte fermée, de tour d'ivoire? Oui, c'est une question très importante parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure que faire un site web, une application mobile, c'est une commodité. L'IA, est-ce que c'est une affaire que d'experts? Et c'est le challenge dans les organisations sur la fonction de Chief Data Officer et tous les paramètres que tu as évoqués, Caroline, sur les RH, sur la capacité à faire que cette révolution de l'IA ne soit pas une affaire de spécialistes dans l'organisation. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont dans toutes les entreprises et elles sont évoquées dans le programme de se dire est-ce qu'on est dans du make or buy, est-ce qu'on fait, parce que c'est au cœur de de la promesse d'une entreprise, on se lance dans la création d'algorithmes, de suivi à l'état de l'art de ces algorithmes et on met un haut niveau d'équipe d'IA dans une entreprise où on choisit d'utiliser des composants qui existent déjà et qui peuvent remplir déjà toute une série de tâches d'intelligence artificielle. Les questions qu'on évoque également dans le programme et qui sont liées à ça, qui ne simplifient pas la donne, c'est de se dire que les datas, comme l'a évoqué Martin, qui sont extrêmement précieuses, elles sont souvent réglementées dans des domaines comme la banque, dans le domaine du médical, dans tous les domaines des données personnelles avec la RGPD, et donc qu'il est extrêmement, il faut être extrêmement précautionneux dans la façon dont on gère son écosystème de partenaires qui vont utiliser ces datas pour en faire de l'IA. Et donc, souvent, des entreprises se disent que de maîtriser en interne leurs data et leurs algorithmes est un élément qui est clé. En tout cas, c'est des éléments aussi de souveraineté, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans la réflexion de la communauté francophone élargie, c'est un élément clé de réflexion de se dire que la dépendance aux GAFAM est très importante. On n'a pas parlé de leurs cousins asiatiques qui sont les Batix, qui sont les géants de la tech asiatique, mais qui concernent peu l'Europe, mais qui ont la même puissance, voire une puissance plus importante dans certains segments en Asie. Et donc, voilà, se pose la question dans la construction. Et aujourd'hui, c'est une vraie question qui est évoquée dans le programme, de se dire comment
se doter des compétences, à quel écosystème s'adosser pour réussir cette arrivée dans le domaine de l'IA avec des partenaires, avec soit on fabrique en interne, soit on utilise des briques existantes. Donc un vrai sujet important du programme. Peut-être une question là pour Martin. Est-ce que finalement, la transformation des business models, ça concerne tous les métiers? Parce que là, tu cites les GAFAM et puis finalement des métiers qu'on connaît et qui sont vraiment très, très ouverts et très sujets à la transformation. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises ou de métiers qu'on ne soupçonne pas, mais qui pourtant doivent transformer leur business model aussi? Ton micro, le micro. Deuxième réponse. Le premier, c'est qu'en effet, quelle que soit l'entreprise, on s'aperçoit qu'on va avoir des éléments de transformation un peu à tous les étages. Alors, il y a les classiques qu'on voit tous, c'est sur la vente, la partie marketing, d'accord, où quelque part, c'est toute la partie marketing avec le développement des ads, les centrales d'achat de publicité, c'est complètement transformé sur cet axe-là, d'accord, avec une logique de dire, bah, j'achète au meilleur prix à mon emplacement, mais vous l'avez aussi un peu aux autres étages, l'aspect vente, comment je digitalise tout un ensemble de mes relations commerciales. Et là, vous avez vraiment des thématiques qui vont croiser la partie UX que de la partie relance client où vous allez mettre beaucoup de data derrière. Et puis plus vous allez descendre et plus vous allez aussi avoir ces thèmes-là. Quand vous traitez, regardez la partie notamment opération, que ce soit dans l'industrie, bah là aussi il y a plein de thèmes qui apparaissent sur la partie maintenance prédictive et autres, ou même sur la partie comptabilité, finance, des aspects d'automatisation, RPA que vous pouvez avoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'industrie, quelle que soit la personne dans l'entreprise à qui vous adressez, il y a ces thèmes-là qui apparaissent. Alors, avec des thèmes qui vont être communs cross-industrie, notamment sur la partie marketing qu'on a évoqué, mais aussi selon les types de business, des verticales et des spécificités que vous allez avoir que sur certains types d'entreprises. Je prends un exemple, notamment sur la partie risque, dans la partie banque. Donc, quand on se met un peu à fouiller, ben, on s'aperçoit qu'en effet, il y a des cas d'application qui apparaissent quelle que soit l'entreprise et quel que soit ce thème-là. Avec toujours le risque, en effet, vous ayez certains intervenants qui arrivent et qui cassent complètement le modèle. L'exemple le plus classique qu'on connaît, c'est dans le modèle de l'hôtellerie, d'accord. Jusqu'à présent, on pensait que pour être gros dans l'hôtellerie, il fallait avoir des gros hôtels, même si on pouvait en mettre une partie dans une structure un peu à part et la refinancer autrement. Et avec Airbnb, en fait, on voit bien que, en fin de compte, non, on a une disruption totale du modèle. Donc, tout ça pour dire que arriver à mieux maîtriser sa data, arriver à l'exploiter de façon intelligente, oui, c'est et pour tous les types et à tous les étages de l'entreprise, et puis aussi pour une industrie donnée, on voit bien que de plus en plus, on a des acteurs qui arrivent à être complètement disruptifs par rapport à ça. Alors, il y a une question à laquelle je vais peut-être répondre sur finalement, est-ce que le parcours ou les formations, on parle de ce parcours, mais on a d'autres formations au sein de Centrale Supélec, peuvent du coup s'adresser à tout secteur confondu. Donc ça, c'est aussi une très bonne question. Et moi, donc on a maintenant depuis 5 ans ouvert ce programme de Chief Digital Officer. Donc on a vu défiler dans chaque promotion, 1 à 2 promotions par an. Et pour conforter ce que vient de dire Martin, des participants de tout secteur d'activité, que ce soit la pharmacie, l'industrie, les services, le secteur public, les services financiers, et aussi toute taille d'entreprise, des petites entreprises, des entreprises moyennes, et puis des très grandes entreprises, évidemment, qui s'interrogent sur ces questions-là. Et ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que Martin et Robert, qui animent régulièrement des modules, pourront le confirmer, c'est que finalement, ce foisonnement de questionnements qui se décline, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité, est absolument passionnant, et que l'échange entre les participants, même si au début on pense que peut-être ils n'ont pas grand-chose en commun, est au contraire extrêmement fructueux, et qu'on a de l'innovation croisée, parce que ce qu'on voit dans un secteur d'activité, finalement, on voit à quel point il peut s'appliquer également dans un autre secteur d'activité. Donc, ça vient illustrer le point que Martin vient de dire, à savoir que ça concerne toutes les entreprises, et que les idées sont très bonnes à échanger d'un secteur à l'autre ou d'une taille d'entreprise à l'autre. Néanmoins, on peut avoir des problématiques qui sont quand même très orientées, et dans ces cas-là, en fait, on fait une déclinaison sur mesure de ce type de parcours. Je prends pour exemple la banque.
des principales grandes banques internationales, nous a demandé de décliner ce parcours spécifiquement pour elle dans le secteur bancaire. Et là, ça nous permet néanmoins d'avoir une application plus ciblée des problématiques, notamment bancaires, évidemment des risques, évidemment associés à la digitalisation dans le domaine bancaire. Et donc ça, on peut le faire aussi. Elles peuvent être aussi sectorielles. Robert a animé nuitamment à distance des formations pour nos amis de Nouméa. Peut-être tu veux en dire un petit mot, Robert, sur cette expérience que tu as vécue. Oui, parce que ça rejoignait tout à fait ce que tu évoquais, c'est que il y avait des entreprises de tout le territoire de Nouvelle-Calédonie et donc qui étaient à la fois dans les mines de nickel, qui étaient dans les opérateurs télécoms, dans des opérateurs de services, et que les échanges ont permis beaucoup de croisements et que sur la réflexion cross-sectorielle, elle est effectivement très très riche. Il peut y avoir technologiquement en termes d'usage effectivement des verticales, mais que le fait de croiser les initiatives sont probablement aussi un des intérêts de ce parcours. Ce que peut dire aussi en complément de ce que tu as dit, c'est que ce parcours a été décliné dans des parcours internes, dans le cadre même d'exécutifs programmes pour des groupes comme Randstad, où on a construit un parcours digital champion pour les hauts potentiels du digital dans un groupe, Randstad, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine des ressources humaines, pour que tout le monde soit sensibilisé, parce que dans ce domaine du recrutement, le digital est vraiment au cœur de la promesse, et que chaque jour, il y a des acteurs environnants qui essaient de disrupter les modèles classiques. Et donc, oui, on sait à la fois en tirer bénéfice quand il y a des acteurs de tout secteur, mais aussi en faire des programmes qui sont même pour une entreprise donnée en exécutif programme digital. Martin, lui, a eu la chance d'aller avant le confinement à Nouméa. Donc, tu as rencontré ces mêmes acteurs, Martin, et je sais que tu as travaillé avec eux justement sur leur business model. Donc, prenons cet exemple, hein, c'est pas pour… mais prenons cet exemple. Quelle diversité de business model, par exemple, as-tu rencontré et sur lesquels tu as pu travailler avec eux? Ce qui était intéressant, c'était que les gens étaient sur des business models assez différents, modèle de distribution de médicaments, modèle de tout ce qui était shipping, modèle de tout ce qui était téléphonie. Et en fait, c'était intéressant de voir qu'à chaque fois, quand les gens partageaient leur expérience sur les différents modèles, et ben en fin de compte, ils pouvaient s'apporter beaucoup de choses et qu'il n'y avait pas de passerelle qui à chaque fois apparaissait entre eux. C'est un peu l'exemple que je vous disais, c'est qu'on va avoir des cas d'utilisation qui vont être vraiment quelque part sur un point, sur un étage spécifique dans l'entreprise, donc ça va être marketing ou autre, ou automatisation des opérations. Et puis dans d'autres cas, en fait, on va vraiment avoir des cas qui vont être spécifiques à l'industrie. Et en fait, arriver à faire fonctionner des gens de différents secteurs, ça permet vraiment de faire ressortir ces cas-là. Ça permet vraiment de, quelque part, apporter un regard neuf sur la chose et permettre, en utilisant des dynamiques de groupe positives, arriver à faire en sorte que les gens se disent « Ah ouais, putain, mais on fait ça depuis 10 ans de la même façon, est-ce qu'on ne ferait pas différemment ?» Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire travailler des groupes de différents horizons ensemble, parce qu'ils vont à chaque fois avoir un regard neuf sur l'industrie de l'autre en disant « Bah ouais, ton secteur il se fait uberiser » et ça remet en question un peu la personne qui a son propre cas et ça lui permet d'avancer en fait dans sa recherche de solutions actives. Merci. Je vois une dernière question, je propose de la prendre et puis ensuite, merci de votre participation, on va vous libérer. Sur l'origine finalement de ces CDO, CTO, Digital Champion, est-ce qu'ils sont d'origine informatique? Est-ce qu'ils sont des gens des SI ou est-ce qu'ils sont des gens de métier? Je pense que c'est ça qui est derrière la question que je vois apparaître. C'est une question très intéressante. Ce que je perçois, ce n'est pas une vérité confirmée par des chiffres, mais plutôt une perception de ma part, et je serais intéressant d'avoir celle de mes collègues, c'est qu'au démarrage, on est allé chercher des CDO, parfois pas seulement dans les métiers de SI, comme si on avait besoin de faire une rupture et de vraiment placer le CDO dans ces logiques métiers, dans ces logiques usages qu'on a présentées tout à l'heure. J'ai l'impression, avec l'importance de la data,
Et puis aussi, on va dire, avec la révolution de culture qu'a fait aussi les porteurs des gens de SI, on a remis la transformation aux mains des gens de système, parce que justement, eux-mêmes se sont rapprochés des gens de métier. Et de ce que je vois, en tout cas, des participants qui viennent postuler dans nos programmes ou des personnes que nous rencontrons dans nos activités de partenariat à Centrale Supélec, qu'il y a eu un énorme progrès, je vais dire, évolution de la part des gens de SI pour se rapprocher justement de ces logiques de business et comprendre que ces datas sont au service du business et du coup se réapproprier des logiques de transformation qui, à mon avis, sont tout à fait légitimes. En tout cas, nous, on voit des publics qui sont à part égale, je vais dire, entre des gens qui viennent des métiers et des gens qui viennent plutôt des SI. Robert et Martin, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Oui, effectivement, la capacité dans les organisations à avoir des gens qui viennent des SI, il y a eu effectivement des innovations qui se sont fait réapproprier par les SI, et c'est dans la capacité à gérer l'agilité globale du dispositif, c'est-à-dire pourquoi ça a été extrait de SI, c'est que il y a 4-5 ans, parce que les entreprises estimaient que les SI devaient faire à la fois du run de leur activité courante et de l'innovation, et que c'est une démarche qui peut être un peu schizophrénique de faire tourner une usine en permanence et d'être très innovant. Donc, ils ont extrait ces fonctions. Des parties sont réinternalisées et il y a des équipes au sein des SI qui sont à la fois sur l'innovation et sur le legacy, sur les choses plus classiques, plus courantes. Sur la data, c'est des choses qui sont pas encore tout à fait établies, puisque aujourd'hui les équipes de data officers sont plutôt séparées des SI et dans un certain nombre de cas elles se rassemblent, mais c'est là aussi à part assez égale. La fonction comme dans tout mouvement nouveau, on essaie de s'assurer de l'isoler et de la rapprocher. Il y a plusieurs grands groupes. Là, il y a toute une série de grands groupes qui réfléchissent sur la contribution de l'IA dans la stratégie d'entreprise sous l'égide du gouvernement, qui vont faire un rapport de recommandations. Beaucoup de Chief Data Officers sont rattachés directement dans des comités de direction. Donc, c'est des mouvements qui peuvent varier avec le temps selon qu'on est sur une brique très d'innovation ou qu'on est dans quelque chose qui rentre dans le run de l'entreprise. Merci. Martin, un avis là-dessus? Non, quoi. Non, je pense que Robert a fait le tour de la question, quoi. Pour moi, c'est clair. Ok. Mais il me reste à vous remercier. Oui, merci encore à tous d'avoir passé cette fin de matinée avec nous. Merci à Caroline, Martin et Robert, à nos experts qui nous ont éclairés de façon appuyée avec des cas d'usage et des anecdotes. Pour votre information, cette session a été enregistrée et nous vous enverrons le replay par email. Et avec plaisir pour que l'on prenne contact par la suite, car j'ai vu plusieurs questions qui sont restées, mais faute de temps, on ne pourra pas les couvrir ici. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent et ils seront également dans l'email de follow-up que vous recevrez. Donc, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end malgré la pluie. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.